Bonjour, bienvenue chez iCoop. Après un peu plus d'un siècle après sa découverte par Henri Becquerel, la radioactivité a donné naissance à de nombreuses applications dans différents domaines. Grâce à elle, nous pouvons par exemple produire de l'électricité, diagnostiquer des maladies, détruire des cellules cancéreuses, dater des vestiges historiques ou encore propulser des sondes spatiales. Le phénomène qui permet tout cela se produit à l'échelle atomique. Même s'il est totalement invisible à nos yeux, ses effets ne le sont guère, particulièrement lorsqu'il s'agit de matière vivante à laquelle il peut causer des lésions irréversibles. Suivant l'importance de la dose d'exposition, un individu peut être touché par des symptômes allant de simples nausées à une mort induite par la défaillance de son système nerveux. En ce sens, il est important de pouvoir comprendre, détecter, quantifier et donc avoir un certain contrôle sur cette radioactivité, surtout lorsqu'il s'agit de la santé. C'est pourquoi différents organismes et sociétés se donnent pour mission d'assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes de la radioactivité. Dans ce panel principalement constitué d'institutions publiques, se trouvent également des sociétés privées comme iCoop qui fabriquent des détecteurs de radioactivité connectés. Nous sommes allés à leur rencontre et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est chez iCoop pour découvrir un détecteur de radioactivité 100% connecté. C'est parti. Bonjour, bienvenue chez iCoop. Donc chez iCoop, on développe des détecteurs de radioactivité connectés. Le but étant de mesurer le rayonnement ionisant, de caractériser son danger ou non, et de collecter toute cette donnée sur une plateforme web de gestion de données. Protéger le personnel dans les environnements à risque. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis Gaël Patton, cofondateur de iCoop, et j'ai cofondé iCoop après mon doctorat en physique. iCoop, aujourd'hui, s'est donné la mission de transformer, d'un point de vue numérique, la radioprotection. De passer d'une radioprotection qui est très analogique, avec toujours beaucoup de papier, à une radioprotection 100% numérique. Une partie de l'équipe est présente aujourd'hui. On a nos développeurs web mobiles qui développent à la fois notre site web et notre application mobile. On développe aussi nos capteurs, tous nos logiciels embarqués dans nos capteurs, et on fait la production nous-mêmes de nos capteurs. L'équipe sur la gestion administrative, une équipe commerciale, et donc les cofondateurs, Louis Moreau et moi-même. Donc moi je suis Louis Moreau, je suis cofondateur d'iCoop, et chez iCoop ce que je fais c'est que je suis directeur technique et principalement en charge du développement de tous nos logiciels, donc c'est moi qui encadre nos différents développeurs. Comment est née l'idée du produit, donc le premier détecteur ? Le premier détecteur qu'on a développé, c'est un petit spectromètre gamma. L'idée initiale était de remplacer l'ensemble des compteurs Geiger par un spectromètre qui donne beaucoup plus d'informations sur le niveau de radioactivité. iCoop propose actuellement deux types de détecteurs, un compteur Geiger-Müller qui permet la dosimétrie et un spectromètre gamma qui, en plus de la dosimétrie, permet l'identification de la source radioactive. Ce détecteur se décline en deux versions, une pour le grand public et une pour les pros. La gamme de produits actuels est bien entendu amenée à évoluer à l'avenir. Donc ici on est dans la salle où on fait à la fois la production et la vérification des capteurs avec des sources de radioactivité. On produit donc nos capteurs nous-mêmes à partir des sous-ensembles qu'on achète chez nos fournisseurs, à la fois les cartes électroniques qui sont construites sur mesure par un partenaire. Ensuite on vient assembler les différents éléments, notamment le cœur technologique qui est le scintillateur, un matériau qui émet de la lumière lorsqu'il est irradié. Et ensuite on intègre tout ça dans un boîtier et on fait la calibration du capteur en fonction de différentes sources de radioactivité. Enfin, la carte électronique qui est vraiment le cœur du capteur, on vient ici monter le matériau scintillateur, toute la chaîne d'acquisition, la numérisation du signal, et ensuite on vient collecter l'information soit en Bluetooth, soit en USB. Est-ce que tu pourrais me parler de la sécurité des objets connectés en fait ? Donc je vais parler d'abord de la sécurité des objets connectés de manière générale et ensuite détailler un peu pourquoi c'est important dans nos objets à nous. Pour les objets connectés, c'est des objets qui sont donc tous accessibles sur Internet. C'est très bien, on peut piloter un objet chez soi alors qu'on est au travail par exemple. Ça peut offrir du confort. Cependant, ces objets sont connectés, donc n'importe qui peut y avoir un certain accès.
On voit pas mal de cas de casinos qui se font pirater par le thermomètre des poissons, de poupées connectées qui demandent aux enfants de donner la carte bancaire de leurs parents. Il y a ce genre d'histoires qui circulent, qui sont vraies, qui on espère sont marginales, mais souvent ce qui arrive c'est que les créateurs d'objets connectés sont avant tout créateurs de ce type d'objets, la poupée, le thermomètre, et décident de le connecter pour apporter un service supplémentaire. Le problème c'est qu'ils ne sont pas spécialistes de sécurité. Nous, nos objets, ils ont vocation à être installés dans des hôpitaux, dans des centrales nucléaires, à apporter des informations sur de la radioactivité. Et le problème, c'est que c'est de l'information déjà qu'on va vouloir transmettre sur Internet, mais on ne veut vraiment pas, encore moins que la carte bancaire de maman, qu'elle soit transmise sur Internet. Donc ici, ce scintillateur, c'est donc de l'iodure de césium dopé au thallium. C'est un matériau qui a la propriété d'émettre de la lumière quand il est irradié. À chaque fois qu'une particule ionisante va interagir dans ce matériau, il va émettre un petit flash de lumière. C'est un matériau qui est monocristallin, donc ça c'est un seul cristal, et qui a la propriété donc physique d'être hygroscopique, c'est-à-dire qu'il fond lorsqu'il y a de l'eau dans son environnement. Un truc qui est marrant avec ce plastique scintillateur, c'est la petite couleur violette qu'on voit, qui est la couleur de la scintillation quand il y a des ultraviolets qui interagissent dans le matériau. Donc on a ici un coffret de sources qui est produit par le laboratoire Étalon, qui vraiment produit donc des sources de radioactivité qui sont calibrées. On a donc différentes sources de différents éléments radioactifs, de l'américium, du cobalt, du chrome, du cobalt également, du strontium, de l'yttrium, etc. Chacun de ces éléments émettent à des énergies qui sont bien distinctes, ce qui nous permet de calibrer nos capteurs. Donc, pour faire les mesures sur nos capteurs, on utilise donc ces sources qui nous permettent de mesurer surtout l'énergie du capteur, ce qui nous permet, on prend la source, on la dépose sur le capteur et on va la mesurer. Sur l'application mobile, on voit à la fois le taux de comptage, le débit de dose, et surtout on est capable de mesurer le spectre gamma, donc l'énergie qui est délivrée par cette source de radioactivité. Ce qui nous permet à la fois de détecter le danger lié à cette radioactivité, mais aussi donc le type de radioactivité pour bien comprendre à quoi on est exposé. Ici on voit l'émission à 511 kV, donc qui est liée à l'émission bêta du sodium 22, et une émission gamma à 1250 kV. On peut voir également l'historique de la mesure. On a commencé la mesure avec uniquement du bruit de fond, et au moment où j'ai mis la source, on a une augmentation assez importante du niveau de radioactivité, donc en coups par seconde, un nombre d'événements vus par le détecteur chaque seconde, ce qui donne également une augmentation du débit de dose, donc la dangerosité biologique de cette source. Est-ce que votre détecteur a déjà été testé dans des zones comme Tchernobyl ou Fukushima ? La majorité de nos détecteurs sont utilisés par des professionnels, donc en milieu industriel. Par contre, on a quelques détecteurs chez des particuliers, dont un qui a rapporté de la zone de Fukushima 1 gramme de sable qui a été contaminé au moment de l'incident. On détecte le faible niveau de 1 gramme de sable, mais ce qui est très intéressant avec notre détecteur, c'est qu'on est capable de voir que c'est une contamination au césium-137. Le produit Riom est commercialisé depuis environ 6 mois. On a vendu aujourd'hui un peu plus de 100 capteurs à nos clients, donc à la fois quelques capteurs pour le grand public, pour permettre aux gens de s'informer sur ce qui se passe dans l'environnement, mais surtout des capteurs qui sont vendus à la fois à l'industrie nucléaire et dans les hôpitaux pour les services notamment de médecine nucléaire et de radiothérapie, qui permettent donc de sécuriser l'environnement du personnel. Nous sommes dans un service de radiothérapie à Limoges. Donc un service de radiothérapie, c'est un service où on va traiter des patients qui généralement souffrent de pathologies comme un cancer. Le but étant de traiter les tumeurs et de tuer l'ensemble des cellules cancéreuses sur une certaine zone, avec des rayonnements ionisants. On va donc maintenant aller voir l'accélérateur linéaire, qui est la machine qui sert à traiter les patients en radiothérapie.
Donc voici la machine de traitement, donc l'accélérateur linéaire. C'est donc une machine qui accélère les particules et qui permet de délivrer une dose sur le patient et donc de venir traiter les tumeurs. C'est donc une machine qui vient accélérer des particules avec une tension de 18 mégavolt, 18 millions de volts, ce qui permet d'avoir des énergies très importantes qui vont permettre d'ioniser la matière. Pour traiter un patient, on commence par faire un scanner du patient, identifier la zone où il y a la tumeur à traiter, les organes à risque, tous les organes sains qu'il ne faut pas irradier. Donc ça c'est les coupes au scanner qui sont prises donc avant traitement. Et ensuite donc là les médecins dessinent les endroits qu'ils veulent irradier, les endroits qu'ils veulent sauvegarder. Et ensuite le job du physicien ou du dosimétriste c'est de faire en sorte de trouver les bons paramètres d'irradiation pour irradier donc, la tumeur sans irradier ou en irradiant le moins possible les organes à risque, donc les organes sains qui ont des fonctions vitales importantes. Chaque volume de traitement a des doses maximales à respecter. Soit des doses maximales point par point, soit des doses générales sur l'ensemble de l'organe, afin d'être sûr que l'organe, même après une petite irradiation résiduelle, garde ses fonctions vitales intactes. Et ensuite, avec un logiciel de planification de traitement, on est donc capable de savoir avec quels angles et quelles énergies et quelles formes de faisceaux il faut irradier le patient pour traiter la tumeur. On voit un exemple ici, là, la machine est capable de donner une irradiation avec des formes très complexes, avec différentes lames qui sont mises en mouvement et qui permettent d'irradier uniquement sur les zones dans lesquelles les lames laissent l'accès. Cette position des lames est gérée en temps réel lorsque la machine tourne autour du patient, ce qui permet d'irradier la tumeur avec l'ensemble des angles définis par la machine. À quels dangers sont exposées les personnes qui travaillent ici et quels sont les moyens mis en œuvre pour s'en protéger? Alors, protéger les personnes qui travaillent dans ce genre d'environnement avec des rayonnements ionisants, ça passe par plusieurs points. Premièrement, mettre en place des dispositifs physiques de protection, donc des murs épais, des portes blindées, etc. Et surtout un plan de prévention que l'ensemble du personnel soit au courant des dangers liés aux rayonnements ionisants et qu'ils savent s'en protéger. Donc s'exposer le moins possible, ne pas rester sur les zones à risque et ne pas, dans le cas d'un service de radiothérapie, ne pas rentrer dans le bunker pendant une irradiation. Ça fait partie de l'ensemble des mesures mises en place. Et tous les personnels sont équipés de dosimètres personnels pour mesurer la dose régulièrement auxquels ils sont exposés et donc pouvoir mettre en place tous les processus de formation et de prévention adéquats. Donc typiquement là on voit qu'on est déjà à 40 coups par seconde, c'est beaucoup plus que ce qu'on a au bureau quand même. Déjà au bureau on est vachement haut, tu prends un coin où il n'y a pas de radioactivité comme Paris, on est à 8 coups par seconde à peu près. Okay. Ouais. Donc là on est à 50 coups par seconde. On est à 117. Là on mesure 117 coups par seconde et 1,2 microsieverts par heure, ce qui est un taux qui est anormalement élevé pour quelque chose de naturel. Donc là c'est normal vu la présence de la tête de l'accélérateur. Utiliser Rhium à la place d'un radiamètre classique pour faire la radioprotection d'un site comme celui-ci en radiothérapie permet d'automatiser de nombreuses tâches. Aujourd'hui, les mesures sont faites de façon ponctuelle. Rhium peut être installé en point fixe pour faire de la mesure en continu et donc avoir une vision globale de ce qui peut se passer sur un site, quels sont les jours ou les moments où il y a le plus de rayonnement. Ou alors le capteur peut, de façon nomade, venir remplacer de façon avantageuse un capteur standard en automatisant la prise de mesure. Pendant une ronde du personnel de sécurité, vient placer le capteur à tous les endroits à risque, appuie sur un bouton et on sauvegarde la mesure et elle est géolocalisée et redatée à l'heure où la mesure a été faite. Qu'en est-il de la concurrence et quelle est la place d'Icoop en fait sur le marché? La concurrence en termes de protection du personnel et de radioprotection est très structurée. Il y a des grandes entreprises qui sont sur ce segment-là. Donc on est concurrent de ces grosses entreprises. Contrairement à elles, on n'est pas présent sur tous les segments de marché, mais sur bien un marché spécifique, la protection de la personne par des réseaux de capteurs très connectés. Aujourd'hui, Icoop démarre, on est au début du up de la start-up finalement. On a une première étape, c'est de vraiment se positionner comme étant le leader de la transformation numérique de la radioprotection. À moyen terme, on veut se diversifier, aller sur d'autres marchés porteurs et devenir un leader de la transformation numérique de l'industrie avec des capteurs, non pas seulement de radioactivité, mais des capteurs de pollution au sens large et d'être capable de faire donc, ces réseaux de façon assez globale.
On arrive à la fin de cette vidéo, il est temps de vous livrer notre conclusion sur cette expérience. En passant la journée chez ICOOP, nous avons pu découvrir le fonctionnement et la spécificité de leurs solutions, on en a appris un peu plus sur l'utilisation de la radioactivité dans le domaine médical, mais on a surtout pu découvrir une start-up de l'intérieur et discuter entrepreneuriat avec les fondateurs. Et ça fait un moment qu'on souhaitait le faire. Si tu devais donner un conseil, en fait, un seul conseil pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait lequel? Le premier mot à dire, c'est que c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire. Le conseil à donner, c'est de bien étudier son marché, d'être sûr de le comprendre, pas avoir une perception personnelle de son marché, mais bien une perception du marché d'un point de vue des clients, etc. Bien comprendre son marché, je pense le conseil le plus essentiel. J'ai mis longtemps avant de le comprendre et de l'appliquer. En bref, cela a été une expérience très enrichissante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant votre plus gros like sous cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de ce format et quelle autre société ou du moins domaine vous souhaiteriez voir dans un éventuel futur épisode. Merci au service de radiothérapie et à toute l'équipe d'ICOOP pour le temps qu'ils nous ont consacré. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On propose également d'autres formats qui devraient vous plaire. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!